Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. Et je trouve que des entreprises qui montrent la voie entraînent d'autres entreprises et entraînent des changements même. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co/book, B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Maxime, comment vas-tu ? Écoute Alexis, ça va très bien et je te remercie déjà pour commencer pour ton invitation. Je suis très content de pouvoir avoir un petit moment privilégié avec toi. Et c'est un plaisir qui est partagé. Moi, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté également notre invitation sur le podcast de Human Factor de Yaniro. Bon, on enregistre encore à distance. Hein, c'est la petite trend de quasiment tout ce podcast maintenant, même si les premiers ont été enregistrés en physique. Mais ça ne nous empêche pas de ressentir de la chaleur. Hein, c'est ce que tu disais. On est une petite matinée. C'est sympa. On va avoir une bonne petite discussion, Maxime et moi. Et peut-être sur un angle un peu différent. Alors, vous le savez, majoritairement, les invités de ce podcast sont Chief People Officer, VP People, enfin des personnes qui sont en charge de la dimension People dans des startups, des scale-up, souvent des très très jolies boîtes. Et il nous arrive de faire venir des gens un petit peu différents. Je pense à Anne-Sophie de Brega qui a parlé un petit peu de ce qu'elle peut apporter à différentes startups ou ce qu'elle peut voir de l'extérieur. Et Maxime, je ne pense trahir aucun secret en disant que tu n'es pas VP People ou Chief People Officer ou en charge des People, mais déjà ces sujets un peu humains te travaillent, te touchent beaucoup parce que tu es, comme on dit, serial entrepreneur, multirécidiviste, nouveau chapitre entrepreneurial. Et en plus de ça, tu crées une entreprise dans ce domaine-là. Donc, est-ce que tu peux peut-être en quelques mots nous donner les grandes lignes de ton parcours et en un tout petit peu plus de mots nous dire qu'est-ce que c'est que Maki, quoi ? Oui, écoute, moi j'ai toujours en tout cas un peu plus de 12-13 dernières années été entrepreneur. C'est le seul métier entre guillemets que j'ai fait depuis que j'ai terminé mes études. Et j'aimerais beaucoup le faire jusqu'à 90 ans si c'était possible, parce que je trouve que c'est l'équilibre que j'ai trouvé et que je trouve que c'est un métier absolument passionnant et fascinant, et je le fais principalement pour deux raisons. La première, c'est un peu le bateau humain, tu vois, c'est qu'à chaque fois c'est construire des choses nouvelles avec des gens nouveaux et divers, et je trouve que ça c'est une chance inouïe. Et le deuxième, c'est de pouvoir te lever le matin avec une idée et puis un jour tu la mets en œuvre et puis elle existe et ça devient quelque chose qui te dépasse même quand t'es plus là. Et quelques mots sur mon parcours. En fait, si tu veux, j'ai passé un peu moins d'une dizaine d'années chez Rocket Internet. Je sortais d'école et on m'a dit tiens, il y a des gens qui recrutent plein de jeunes diplômés pour monter des entreprises aux quatre coins du monde. Et moi, je rêvais d'être entrepreneur, mais je savais à l'époque déjà que ça allait être extrêmement périlleux et difficile. Donc, je m'étais dit, si jamais tu trouves quelque chose qui ressemble à une école pour entreprendre, ce serait génial. Et puis, en plus, je rêvais de voyager un peu partout dans le monde pour découvrir. Je savais qu'il fallait que je fasse des sauts de puce un peu partout aux quatre coins du globe avant de rentrer en France. Et en fait, j'ai passé pas mal d'années avec eux où j'ai travaillé en Allemagne, où j'ai monté une entreprise qui vend des pneus sur Internet. C'était le premier job que j'ai eu. Mes parents ont un peu flippé quand je leur ai dit ça après un diplôme en finance. Après, je suis allé en Asie du Sud-Est, monter un site e-commerce qui vend des lunettes de soleil, lentilles de contact, lunettes de vue, que j'ai monté d'abord en Malaisie, ensuite à Singapour, à Hong Kong, en Australie. Reflip des parents. Là, ils se disaient c'est un peu plus exotique, ça doit être sympa. La boîte a fermé récemment d'ailleurs. Ensuite, je suis rentré dans une boîte qui s'appelle Food Panda, qui était un peu la version 1.0 des food delivery business. J'étais directeur de la Russie et du Kazakhstan et de l'Ukraine, et ensuite du Brésil.
Et ça, pour le coup, après, ça a bien marché parce que ça a fait une introduction en bourse sous le nom de Delivery Hero. Et c'était une période fascinante de ma vie de pouvoir entreprendre dans des pays aussi divers et différents que le Brésil ou la Russie. Ensuite, j'ai monté toujours chez Rocket Internet une marketplace pour réserver des soins de beauté en ligne. Entre pareil le Brésil, l'Australie, la Russie et Dubaï. Et je suis rentré en France en 2016 pour monter ma vraie première entreprise qui s'appelle Everroad dans l'optimisation du transport routier de marchandises que j'ai revendue en 2020. Avant de redémarrer une nouvelle aventure il y a 6 mois qui s'appelle Maki. Donc voilà quelques mots très rapides sur mon parcours. Et si le nom Everroad vous dit quelque chose dans les lignes de ce podcast, c'est parce qu'on a eu le grand plaisir de recevoir Laura de Everroad dans un précédent épisode. Donc Laura, si tu nous écoutes, on te fait un petit coucou. Et du coup, Maki. Alors Maki, comment je me suis retrouvé dans le monde des RH alors, hormis le fait que, tu vois, en tant que CEO, tu es fortement exposé, du coup, par ton quotidien à des recrutements, à des joies et des problématiques liées aux ressources humaines, je m'étais dit, bon, où est-ce que tu veux passer tes 10 prochaines années? Et j'ai beaucoup aimé, si tu veux, j'aime beaucoup la thématique de me dire dans quelle entreprise travailleront mes enfants. En fait, je suis convaincu que l'entreprise est vraiment un gros vecteur de changement dans nos sociétés, beaucoup plus par exemple que le politique. Et je trouve que des entreprises qui montrent la voie entraînent d'autres entreprises et entraînent des changements même auprès des consommateurs. Et t'entends, c'est même les consommateurs eux-mêmes qui forcent les entreprises à changer. On le voit beaucoup aujourd'hui. Donc, je m'étais dit, tiens, passer tes 10 prochaines années dans ce monde-là, ça m'intéresserait. Et la période Covid a eu un aspect positif, en tout cas dans mes réflexions. C'était que quand on a eu tout cet avènement du remote, du work from home, etc., le monde s'est un peu, a commencé à flipper, quoi. Comment on fait dans les grands groupes du jour au lendemain pour travailler de la maison? Et là, on a commencé à se dire, tiens, le lieu travail change, la façon dont on travail change, dont on échange des idées. Et en fait, je me suis dit, on est juste au début de profonds changements. C'est juste le démarrage qui vont faire que dans 10 ans, si tu veux, tout sera radicalement différent, quoi. La façon dont on échange, la façon dont on recrute des gens, la façon dont on les garde au sein de son entreprise, la façon dont on leur donne du feedback, qu'on les onboard, qu'on les offboard, comment on les fait apprendre des nouvelles compétences, on leur apprend des nouveaux métiers, toutes ces thématiques-là, je me suis dit tiens, c'est fascinant et c'est bien d'y réfléchir dès maintenant parce qu'on est vraiment au démarrage de profonds changements. Ça, c'était en mai-juin 2021, l'an dernier, et c'est à ce moment-là, en fait, je me suis dit tiens, passe un mois et rencontre 100 DRH, alors DRH / VP talent, culture ou des hiring managers. T'aurais dû prendre un micro et enregistrer, t'aurais fait un super podcast. Hein. Ouais, J'en sais quelque chose. Non, c'est pas bête. Et à l'intérieur, il y avait des petites boîtes, des grosses startups scale-up françaises et des entreprises du CAC 40. Donc il y avait un petit peu de tout. Et je me suis dit, tiens, je vais aller leur poser des questions, les écouter. Et grosso modo, je leur demandais, quelles sont vos problématiques aujourd'hui et comment vous voyez votre challenge dans 10 ans. Et je me suis dit, je vais sûrement apprendre des choses vachement intéressantes. À la suite des entretiens, il y a 2 choses qui sont ressorties. La première, c'est que 80% des discussions qu'on avait tournaient encore autour du recrutement. Alors, on avait des feedbacks assez classiques qu'on connaît. Le recrutement, talent, c'est capital pour nous, mais ça prend du temps, c'est chronophage, on doit gérer beaucoup de candidatures, nos managers ne sont pas forcément formés au recrutement, on n'a peut-être pas les bons outils, on ne sait pas si on recrute vraiment sur les compétences ou au feeling, les erreurs du recrutement nous coûtent cher, etc., etc. Sous couvert quand même de nouvelles thématiques qu'il n'y avait pas forcément il y a 5 ans. Le remote fait qu'on recrute complètement différemment. Les jeunes de 20 ans aujourd'hui, tu vas plus les chercher sur des job boards comme il y a 15 ans parce qu'ils s'en foutent. Tu vas pas forcément les chercher sur ton desktop, mais ils ont leur mobile et ils veulent des expériences de recrutement qui sont différentes. Ta marque employeur, elle est devenue quasiment aussi importante que ta marque. Donc, si jamais tu repenses pas à un parcours candidat où le candidat, il se dit « Waouh, j'ai vécu un truc sympa hier soir dans ce parcours de recrutement », t'es cuit. Les thématiques de diversité et d'inclusion,
c'est plus des buzzwords sympas. Maintenant, c'est des réalités du quotidien où si jamais tu montes pas l'exemple dans ta boîte et tu recrutes des gens qui te ressemblent, bah en fait, tes consommateurs, ils vont se dire, je veux plus bosser pour toi, je veux plus acheter tes produits, et tes futurs employés, ils vont se dire, pourquoi j'irai bosser pour une boîte où le Comex, ils se ressemblent tous et il y a aucune ouverture tu vois, sur le monde, quoi. Donc il y avait ça d'un côté, et je me suis dit, tiens, des problématiques qu'on connaît avec des thématiques, tu vois, un peu nouvelles, quoi. Et la deuxième chose qui m'a vraiment interpellé dans ces discussions, c'est que j'ai vu 100 boîtes et j'ai vu 100 process de recrutement différents. Et là, je me suis dit, il y a un blême. Il y a un blême parce qu'en fait, tu vois, aujourd'hui, quand tu demandes à 100 boîtes comment tu gères ta relation client, on te dit, j'utilise un CRM parce que c'est plus sécure, parce que c'est plus efficient, parce qu'on est plus productif. Et voilà, c'est comme ça, quoi. Et il y a 10 ans, on utilisait un calepin, un bloc-notes, un stylo, une database interne, un Excel. Voilà. Aujourd'hui, pourquoi on n'a pas des best practices dans le process de recrutement où on se dit, bah tiens, si tu fais ça, tu vas être plus objectif. Si tu fais ça, tu seras moins biaisé. Si tu fais ça, tu auras des candidats qui seront, tu vas plus contents. Et du coup, c'est là où on s'est dit, alors je vais un peu expliquer juste après qui est ça derrière ce on. On va créer un standard de recrutement pour que dans quelques années, bah, tu utilises Salesforce pour ton CRM et Maki pour recruter. Et on s'est dit à ce moment-là, on va pas repartir de zéro parce qu'en fait, on va regarder déjà tout ce que des boîtes extrêmement innovantes et intéressantes ont mis en place. Et on va regarder tout ce que entre guillemets, la science a pu nous apporter dessus. Il y a énormément d'articles et d'études qui ont été réalisées sur les processus de recrutement et leur véracité, sur les biais cognitifs et comment les gommer, etc., etc. Donc en fait, si tu veux, on a regardé un peu tout ce qu'on a pu trouver, tout ce qu'on a pu lire. On a décortiqué complètement les process de recrutement de groupes aussi bien comme Google, Tesla, Facebook, comme tu vois la NASA, comme Netflix ou Patagonia, ou des startups comme Front aux US, et on a essayé d'écrire une roadmap produit sur à quoi ressemblerait ce Maki qui serait ce nouveau process de recrutement. Et alors, et si tu veux que je te donne un peu peut-être quelques billes sur où on veut aller à terme. Ouais, bien sûr. Alors aujourd'hui, tu sais, c'est notre outil, et je t'en parle un peu plus en détail, c'est créer ce nouveau process de recrutement. Et on se dit qu'il a un peu deux particularités sur comment on le voit. La première, c'est que oui, on est une HR Tech B2B, donc nos clients sont des entreprises, mais on a pris le prisme et le parti de monter une entreprise pour les candidats. Et je pense que ça, c'est un peu nouveau. Dans les 10 dernières années, quand j'ai fait le tour dans le monde entier de toutes les boîtes RH que j'ai vues, c'était quand même principalement des boîtes qui étaient faites pour les recruteurs, pour les managers. Nous, on a envie et on pense que le monde a peut-être été un petit peu bouleversé. C'est qu'aujourd'hui, le monde appartient plus aux candidats, je trouve. C'est eux qu'on doit quand même séduire, retenir, comprendre, et aider au quotidien. Ça, c'est le premier point. Donc vraiment, le parti pris de monter un outil pour les candidats. Et le deuxième point, c'est que on est convaincu que la base de tout, c'est les compétences. Le monde de demain doit se baser sur les compétences des candidats. On était basé dans un monde où ton CV, ton école faisait tout dans ta vie. Aujourd'hui, c'est ridicule. Ça a marché pour nos grands-parents qui faisaient un BEP comptabilité, qui était comptable toute leur vie. Ça marche plus déjà aujourd'hui, mais ça marchera encore moins pour nos enfants demain qui devront apprendre, désapprendre des compétences, des métiers. Ouais, c'est un peu l'exception française, hein, mais rappelez-vous qu'en France, on a encore des chèques aussi. Hein. Mais exactement, mais c'est dingue. Mais moi, quand j'entends aujourd'hui tu décris quelqu'un de 65 ans en disant il a fait Centrale Supélec, Master Mine. Promotion X, mon surnom c'était ça, Gazar, tout le bazar, oui, bien évidemment. Ça. Ouais. Donc ça, on est convaincu. Et du coup, notre vision interne un petit peu, c'est de devenir un peu ce skills wallet, ce passeport compétences qui permettra aux gens du monde entier d'avoir un passeport compétences qui les suit. Où Maki deviendra, tu vois, une espèce de certification de toutes tes compétences tout au long de ta carrière. Et on pourra dire, bah toi Alexis, aujourd'hui on est le 20 janvier 2022,
tu es quelqu'un d'empathique dans ta personnalité. En termes de skills analytiques, tu es extrêmement bon. Tu es fluent en anglais avec tel score. On sait que tu sais coder en Python et en Go. Tu as des bases de mandarin. Et en plus, on sait que tu as énormément de drive dans la façon dont tu abordes tes problématiques commerciales. Et en fait, dans ce monde qui est basé sur les compétences, une fois qu'on arrive à mettre en place ce passeport compétences, qui est un petit peu reproduire dans le monde digital ce que le TOEIC, le TOEFL ou le GMAT ont fait un peu dans le monde physique, tu vois, il y a déjà quelques années. En fait, on résout une grande partie des problématiques du marché de l'emploi parce que tu résous la friction qu'il y a pour les gens de trouver le job de leur rêve tout au long de leur carrière. Et ça, c'est extrêmement important. Et tu résous le gros problème des entreprises de pouvoir recruter d'une manière beaucoup plus simple, efficiente, objective, et d'avoir des équipes qui vont être complémentaires, diversifiées et épanouies au quotidien. Et donc, première chose, j'espère que toutes les personnes qui nous écoutent, RH, founder, peuvent se dire « Ah tiens, Maki, on l'a appris ici en premier. » Alors ça, j'en sais rien, mais en tous les cas, d'avoir un petit peu d'avance sur ce qui se passe sur la HR Tech, etc. Moi, j'aurais grand plaisir à ce que dans quelques années, on puisse se dire voilà, Maki, nouveau standard, comme tu disais, le Salesforce des process de recrutement, et qu'on ait pu en parler très très vite ici. Mais comme tu le sais, l'idée ici, c'est pas uniquement de partager les très bons plans, tools ou outillages, ou qu'est-ce qui permet vraiment à des boîtes d'atteindre leur objectif et de le faire grâce à l'humain, au facteur humain, et de le faire de la bonne manière. L'idée, c'est aussi un petit peu de se plonger à l'intérieur de Maki, parce que Fractal oblige, Maki est une entreprise avec des gens dedans, une culture, des process people, des choses que tu vas faire. Et là où moi je m'en voudrais de louper cette opportunité, c'est que on a une double chance. On a en face de nous un founder, enfin j'ai en face de moi un founder qui monte une boîte spécifiquement sur ces sujets de gestion des talents, d'adresser le futur du people. Donc je suis très curieux de savoir comment tu t'y prends en interne, ou en tout cas c'est quelles sont tes convictions, ainsi que tous tes collègues et tout le monde dans Maki. Et d'autre part, on le sait, Rocket Internet, c'est vraiment, tu l'as dit très bien, hein, l'école de l'entrepreneuriat. Et après ça, tu as monté une boîte, entre guillemets, avec ton propre bâton hors du périmètre Rocket Internet. Donc, l'entrepreneuriat, tu as l'habitude, tu as déjà fait un certain nombre de fois, tu le refais une nouvelle fois, et là, c'est quelque part le nouveau cahier, quoi. Rentrée des classes, on redémarre, tu peux partir sur des bases différentes. Il y a des choses que tu as appris dans tes anciennes expériences, des choses qui ont marché, des choses qui étaient améliorables. Et ça, pour nous, c'est une opportunité de dingue, parce que même si l'expérience, ça se transmet mal, peut-être que les conseils peuvent passer. Donc, la question un peu de base, et qui est multiple, c'est fort de tout ça, tes convictions qui t'amènent à construire Maki sur le sujet people, ton expérience en tant que founder de multiples entreprises. Quand tu démarres le cahier Maki, tu démarres avec quelle grande conviction sur les sujets people, humain, recrutement, people dev, structuration RH, enfin en gros tout ce qui fait vraiment l'interne de Maki, l'entreprise. Est-ce que, je sais d'ailleurs pas à quel point tu te les formalisé dans la tête, mais c'est quoi les trucs où tu te dis ça je le referai plus jamais parce que je sais que ça monte ses limites, ça on l'a fait la dernière fois ou une fois ou deux fois avant, c'était génial, donc on va double down là-dessus. Bref, Max, quartier libre. Yes. Alors déjà, avant de répondre directement à ta question, Maki, c'est une histoire collective où je suis associé avec deux personnes qui me sont chères parce que je les ai rencontrées dans ma précédente expérience qui était Everroad. Paul-Louis Caillard, qui était l'ancien COO DG d'Everroad, qui a passé une grande partie de sa carrière, plus de 12 ans au cabinet de conseil McKinsey en tant que partenaire, et Benjamin Chinault, qui était le VP Product d'Everroad et qui avait fait ses gammes avant chez Uber à San Francisco. On a eu la chance de travailler 4 ans main dans la main ensemble, avec tous les hauts et les bas que ça peut comporter, et on a décidé de redémarrer quelque chose tous les trois. Et donc, c'est quelque chose que je partage au quotidien avec eux, et j'ai bien de la chance. Maintenant, pour répondre directement à ta question, en fait, moi, avant même de démarrer Maki, j'avais déjà réfléchi et écrit le type d'entreprise que je voulais monter.
Et alors je me souviens, j'avais lu le bouquin de Marc Benioff, le patron de Salesforce, je sais plus, il y a 1 an et demi, 2 ans. Et il disait en fait, nous quand on a commencé à monter Salesforce, on a commencé même dans les statuts à écrire notre modèle philanthropique, nos valeurs et les grands aspects de notre culture. Et j'avais déjà entendu plusieurs fois, démarre toujours par ça, parce que in fine, les gens, enfin tu vois, quand ça va bien, mais c'est surtout quand ça va mal, ils restent pour ce socle, ces fondations que tu as créées au début, qu'on peut appeler le why, tu vois. Donc en fait, pour moi, c'était important déjà d'attacher beaucoup d'importance à la culture d'entreprise. Et pour moi, tu vois, c'est aussi important de monter une culture d'entreprise qu'une entreprise. Et j'adorerais que cette culture d'entreprise, tu vois, puisse inspirer même d'autres entreprises dans le futur. Les gros blocs qui sont importants, en tout cas, qu'on essaie de montrer chez Maki. Déjà, on veut donner le pouvoir aux gens. On veut que les gens se sentent responsables, honneurs, adultes et qu'ils puissent décider. Et moi, je crois vraiment à ce processus de décentralisation de la prise de décision, parce que je pense que en fait, une entreprise, c'est un collectif d'intelligence et que X cerveau, c'est toujours mieux qu'un cerveau, même le plus intelligent du monde. Du coup, c'est tout bête, tu vois, mais donc déjà chez Maki, 100% d'entreprise au capital, dès le début. On fait pas, tiens, on va devenir une unicorn et puis maintenant on va mettre des gens en capital parce qu'on a réussi. On se dit que dès le début, c'est quelque chose qu'on veut que les gens aient en eux, que ce soit écrit et signé. Et ça, c'est, on va dire, matériel, mais ce qui est immatériel, c'est que on veut des gens qui puissent prendre des décisions, décider et qui ont le poids de la responsabilité du destin d'entreprise sur leurs épaules. Et moi, j'aime beaucoup la phrase de Steve Jobs qui dit tu recrutes pas des gens intelligents pour leur dire quoi faire, tu recrutes des gens intelligents pour qu'ils te disent quoi faire. Et ça, c'est quelque chose qu'on applique chez Maki. Tout est écrit dans le processus de décision. Et si jamais tu veux prendre une décision, toi, Alexis, demain, eh ben, tu vas pouvoir porter cette décision, donner du contexte, donner ta proposition, aller chercher les feedbacks dans les autres cerveaux de l'équipe pour t'en nourrir et prendre ta décision d'une manière, on peut dire, éclairée. Tu vois, Netflix appelle ça le capitaine éclairé. Donc, le fait de mettre le pouvoir dans les mains des gens de l'équipe, c'est quelque chose pour moi qui est extrêmement important. Et ça va un peu dans tous ces modèles de management, tu vois, genre horizontaux, quoi. Le truc top-down, etc., où le patron sait tout, c'est des conneries. Enfin, pour moi. Ça, c'est un point qui est vachement important dans la culture Maki. Le deuxième point. Est-ce que Attends. Est-ce que je peux te poser plein de questions sur le premier avant? Ouais. J'ai des trucs de ouf. Attends, il y a beaucoup de choses. Canon. Donc là, je paraphrase. Première chose, le culture building, effectivement, le culture design, on appelle ça comme on veut, mais le fait de construire une entreprise avec tout ce que ça implique, de modèle économique, de machin, de croissance, mais aussi une organisation avec des gens dedans qui travaillent et qui s'épanouissent, qui grandissent ensemble et qui essayent d'atteindre un but commun. Et donc, il y a des choses qu'on a pu déjà un peu aborder avec différentes entreprises. Le fait de travailler le why, le fait de travailler un socle de valeurs, des choses comme ça, l'autonomie. Moi, ma question, tu parlais de l'incentive aussi, d'intégrer tout le monde au capital. Est-ce que tu peux nous donner, alors peut-être d'ailleurs tout ou pas, hein, ça c'est toi qui vas nous dire en fonction à quel point ça brasse large, des outils concrets qui traduisent ça? Tu vois, par exemple, j'imagine que, tu m'arrêteras s'il y a des outils plus fins, mais que là, ça veut dire que n'importe quel collaboratrice a des BSPCE, d'un point de vue incentive de capital, j'imagine. Exactement. Voilà. Et le reste, typement, le why, Je vais t'en donner 3. Ouais, dis-moi tout. Je peux te donner trois tips ou choses qu'on fait qui vont dans le sens de ce premier point, de donner de l'autonomie, de la responsabilisation et le pouvoir aux gens. Premier point, comme tu l'as dit, 100% des gens ont des BSPCE. Deuxième point, chacun peut prendre une décision. On utilise un outil que les devs utilisent depuis des décennies, enfin de nombreuses années, qui s'appelle GitLab. Si jamais toi, Alexis, tu souhaites prendre une décision, tu vas ouvrir une issue sur GitLab et dire je souhaite changer le pricing de Maki. Tu vas dire tout le contexte autour de ce sujet-là.
tu vas proposer quelque chose. Parce que tu as fait des recherches et que tu as regardé les best practices à droite à gauche et que pour toi, on devrait aller dans cette direction-là pour X, Y raison. Tu vas demander aux gens autour de toi de compléter cette réflexion, de leur demander de donner leur pour et le contre d'une manière asynchrone, ce qui favorise vraiment, tu vois, à tout le monde de pouvoir prendre de donner son avis. Versus dans une salle de réunion où c'est toujours celui qui parle en premier, qui parle plus fort et qui a le plus haut grade, entre guillemets, qui va être écouté en premier et ça va biaiser la discussion. Tu vas te nourrir de toutes ces informations et tu vas décider, toi, de prendre cette décision parce que on part du principe que tu es responsable, tu es autonome et que tu t'es nourri des feedbacks et des inputs des gens pour prendre la meilleure décision possible. Deuxième point. Troisième point, tous les mardis, les gens se fixent leur target pour la semaine à venir. Donc, on a des grands objectifs, si tu veux, qu'on appelle bien sûr les OKR, que beaucoup de boîtes font. Donc, les OKR, on a 4 grands objectifs dans la boîte qui sont déclinés en 10 key results, mais après, on a 160 initiatives et chacun a ses propres initiatives pour le trimestre, qu'on revoit à chaque quarter. Mais tous les mardis, sur un Slack channel ouvert au public, toi, Alexis, tu vas dire voici ce que j'ai fait la semaine dernière, voici où j'ai des petits pépins et j'ai besoin d'aide, et surtout, voici mes propres objectifs que je me fixe pour les 7 prochains jours. Et du coup, ça donne de la transparence, ce qui permet d'aligner les gens, mais ça responsabilise vachement les gens parce que ça leur donne, si tu veux, le pouvoir de dire, en fait, c'est moi qui contribue un peu à la réussite de la boîte et on me fait confiance pour que je le fasse. Petit point, on pourrait faire un épisode entier là-dessus et on va pas le faire, mais ce qu'on observe beaucoup, et je passe le message surtout à des founders qui se posent la question de ces organisations très horizontales, très opales, très libérées, très responsabilisantes et qui fonctionnent du coup très bien, c'est que tu m'arrêtes si tu penses qu'il y a d'autres voies, mais ce qu'on observe sur le terrain, c'est que ce genre d'organisation se trouve décuplé en termes de réussite et d'efficacité à partir du moment où elles sont soutenues par des process, des outils et des règles qui sont claires et partagées. C'est une illusion de penser que les êtres humains soient très autonomes, qu'on soit tous adultes et tous très intelligents et qu'on puisse se faire confiance les uns les autres. Tu t'en doutes. Alors on est dans la même, on regarde dans la même direction et puis moi je viens des sciences humaines, donc autant te dire que j'y crois à fond les ballons. En revanche, l'erreur, ça serait de dire l'être humain est auto-organisé sans aucun problème. Ça, c'est très difficile. Tu as entièrement raison de le rappeler. Alors, beaucoup l'ont lu, je pense, dans ceux qui nous écoutent, mais le livre de Netflix de Reed Hastings, No Rules, est en partie là-dessus. Il te dit qu'en fait, tu peux appliquer ce type de processus de décision uniquement si tu as des outils et des gens qui savent utiliser ces outils. Sinon, tu te retrouves à la foire, tu vois, à la foire, quoi. Chacun donne son avis, c'est le bordel, ça avance pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut des outils. Mais ce qui est bien, c'est que, en fait, ces outils-là, et je trouve que la culture de l'écrit asynchrone te permet, pour le coup, d'aller dans la direction de boîtes remote. Et le problème du work from home, tu vois, c'est que les gens ont dit, maintenant, les gens travaillent de chez eux, mais on garde les mêmes process que hier. C'est-à-dire où à la machine à café, Pierre va parler à Marine d'un super sujet, mais Paul qui est malade ou qui travaille maintenant de Bordeaux, il n'est pas à la machine à café pour parler du sujet, quoi. Donc comment on fait pour que celui qui est à Bordeaux ait le même niveau de connaissance, ne se sente pas écarté et puisse aussi contribuer à la prise de décision et à faire avancer le schmilblick alors qu'il n'est pas à la machine à café, quoi. Et ça, tu ne peux pas le faire dans un process qui ne va pas être cadré, écrit, pensé pour que ça marche tu vois, de cette façon-là, quoi. Donc ouais, t'as raison de rappeler ça. Ouais, non, mais tout à fait. On reprend. Donc, nouveau cahier, nouvelle entreprise, nouvelle intention. On pose une culture. On compte, on double down sur l'autonomie, l'efficacité et la confiance dans les collaborateurs. Il y a plein d'outils qui permettent de faire ça. Travailler avec un équivalent GitLab, les BSPCE, des process. Donc, on s'attend pas à ce que tout le monde s'auto-organise naturellement, mais par contre, on donne à tout le monde les outils. J'imagine qu'on s'assure que tout le monde les maîtrise bien, tu vois, en formant ou en tout cas en accompagnant. Bref, premier pilier, on est top, on est content. What else, mon cher Max ? Alors, un deuxième pilier,
je pense, et là qu'on est en train de mettre en place, je pense que ça répond à ta question, mais c'est de te dire, en fait, et je te le disais un petit peu, on est une entreprise, on crée une culture d'entreprise, on est dans un marché qui est le marché de l'emploi, du monde du travail, de l'humain. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire un peu plus qu'un logiciel RH, je veux dire. Et moi, je me souviens, j'ai été beaucoup inspiré, encore une fois, par Self-Source, où dans les statuts de l'entreprise, Marc Benioff avait créé le modèle qu'ils appellent Pledge 1%. Donc là, tu vois, ce qu'on est en train de mettre en place chez Maki, on est en pleine discussion d'ailleurs sur GitLab sur ce sujet avec toute l'équipe, mais ce que je propose, parce que ça me tient à cœur, c'est de nous dire, bah tiens, déjà, toutes les entreprises qui vont être des entreprises à but non lucratif, des NGO, etc., qui elles-mêmes aussi ont des besoins de recrutement, des besoins de se structurer en interne, etc., doivent utiliser l'outil Maki, bah, elles vont pouvoir l'utiliser gratuitement. On ne les fera jamais payer. Donc, on donne une partie de notre produit, de ce qu'on crée tous les jours, de notre code, tu vois, de l'outil, on le donne gratuitement. Une partie de notre temps, il va être dédié à aider avec nos petites mains ces associations à but non lucratif et ces NGO. Donc là, tu vois, on va commencer à travailler avec une boîte que je trouve géniale qui s'appelle Vendredi, que tu dois connaître, où on va permettre d'avoir une demi-journée à une journée par quarter, où les gens vont pouvoir choisir une association. Alors, on lit ça un peu avec notre environnement, donc le monde de l'emploi, donc tout ce qui va toucher aux thématiques de diversité, d'égalité homme-femme, d'aider ceux qui ont moins de chance dans leur éducation, dans les quartiers défavorisés, etc., à reprendre le chemin, tu vois, du monde de l'emploi, à avoir aussi chacun sa chance, à aider des gens dans des reconversions professionnelles. Donc, on va dédier du temps, tu vois, de l'équipe à aller dans cette direction-là. Et le troisième point, et ça c'est une discussion qu'on a avec nos investisseurs, c'est dédier aussi une partie de notre chiffre d'affaires, donc de l'argent qu'on va générer à la fin de l'année, pour aller financièrement dans les caisses de ces associations, tu vois, qu'on juge utile pour le monde. Donc l'idée, c'est de te dire, tu vois, oui, on monte une boîte HR Tech et on veut en faire une boîte à 10 milliards au niveau mondial, parce que c'est ça notre ambition, clairement. Mais tu vois, derrière, on a vraiment envie que ce qui reste aussi, c'est qu'on a fait des choses utiles dans le monde dans lequel on évolue. C'est qu'on a créé de l'inspiration pour peut-être des entreprises demain qui vont se dire, tiens, tu vois, je fais ma HR Tech, mon SaaS ou ma marketplace, mais derrière, en fait, si je peux, tu vois, faire en sorte que mes 10, 100, 1000, 10 000 collaborateurs soient imprégnés un peu de cette touche de faire un peu quelque chose for good, ça va en inspirer des centaines de millions demain, quoi. Ok, donc une deuxième conviction que tu as à l'aune de cette nouvelle entreprise, je veux créer une entreprise, on veut, parce que tu n'es pas tout seul effectivement là-dedans, qui give back et qui, au-delà de son propre but, effectivement centré HR Tech, talent, etc., et aussi comporte cette notion for good, comme tu disais, quoi. Ouais. Et est-ce que, tiens, je vais prendre un autre angle, dans tes apprentissages Rocket, Everroad, et alors c'est pas du tout pour tirer sur l'ambulance, loin de là, parce qu'au contraire, c'est plutôt des réussites ou en tout cas des belles expériences. C'est quoi les choses où tu t'es forgé une conviction de ça, faut pas le faire? Ou bien en people, j'entends, vraiment en organisation interne, ça marche pas bien, ou ça, tu vois, par exemple, je te donne un truc très bateau, un primo-entrepreneur, un mouvement qui est fait très souvent dans le recrutement, c'est de commencer par recruter des profils très juniors parce qu'on observe les comptes, on fait attention à pas trop dépenser, puis on recrute des profils seniors, puis quand on prend de la confiance, exactement ce que tu disais, on commence à avoir une vision globale de toute la diversité et de qu'est-ce que ça veut dire, où est-ce qu'on met les seniors, où est-ce qu'on met les juniors, où est-ce qu'on met qui pourquoi, avec l'égalité des chances, des pools différents, etc. Mais ça, c'est un mouvement qui se fait avec l'expérience. Toi, avec cette expérience, qu'est-ce que tu as appris à ne pas reproduire, à ton avis? Déjà, alors une banalité, mais ta boîte, c'est tes people. Tu vois, tout ce que tu en feras, c'est les people. Et le truc, c'est que les people du début, ça reste quand même les plus importants. Parce que ton socle de 10, 20, 30, 40, 50 premières personnes, c'est eux qui vont être la face de l'entreprise demain pour recruter les 500
1000, 10 000 autres personnes. Donc, si jamais tu as des gens, tu sais, alors si tu parles avec des chiffres, mais si tu as des gens A players, bah, ils vont te recruter des A players parce que les A players, ils vont vouloir rejoindre une boîte de A players. En revanche, si jamais tu as des B players, bah, ils vont recruter des C players. Il y a Google qui avait théorisé ça, ça s'appelle le lac Bandwagon, Bandwagon, je crois, si je dis pas de bêtises, qui te montre un petit peu que tu dois toujours recruter des gens meilleurs que toi, parce que sinon, en fait, ta courbe à terme, elle descend. Alors bon, ça c'est très, on va dire, mathématique, mais en tout cas, ça a été prouvé chez eux. Mais en fait, l'idée, c'est que le recrutement et le recrutement du début sont extrêmement clés. Et nous, pour le coup, on y met un point d'attention hors du commun parce qu'en fait, tu vois, on peut pas, tu peux pas faire d'erreur dessus, quoi. Et nous, on recherche des gens, bah oui, là-dessus, tu vois, qui vont avoir au-delà d'être, comme on le disait, responsable, autonome, etc., une ambition, tu vois, démesurée et sans limite par rapport à tout ce qu'on doit faire et qui vont être capables demain d'attirer les meilleurs talents mondiaux, quoi. Et une chose que j'aime bien aussi, ça a été pas mal repris dans le bouquin de Netflix, c'est en fait, tu peux imaginer 1000 trucs dans ta boîte, donner une prime, des BSPCE, mettre des baby-foot partout, filer de la bouffe gratos, ce que tu veux. Le meilleur truc que tu peux apporter en fait à quelqu'un de ta boîte, c'est qu'il ait des collègues qui le tirent vers le haut et qui le fascinent un peu. Et si jamais tu te lèves le matin et autour de toi, tu as des gens où tu te dis « Wow, putain, je suis trop content de bosser avec eux. » Et en plus, c'est mes potes et en plus, je me marre avec eux. En fait, tu vois, tu veux plus partir de cet environnement-là parce que tu es trop bien. Donc, et pour le coup, si jamais tu arrives un moment le matin au bureau et tu te dis « Putain, qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Avant, on laissait pas passer ça et maintenant, on laisse passer ça. Ah, on a le droit tu vois, de te faire de l'à peu près ou de faire tes targets à 40% et de se dire c'est OK ou à dire, ah bah tiens, je vais pas aider mon collègue parce qu'il a un souci ou à dire, tiens, je suis pas d'accord avec la décision de la boîte, mais je le dis pas parce que ça me saoule. » En fait, là, tu vois, toi, t'es cette personne-là, tu vois tout ça, tu te dis, qu'est-ce que je fous là, quoi. Et ça, dans les grandes lignes, comment on s'assure de ça ? Comment on s'assure d'être dans une entreprise où des personnes très talentueuses se tirent les unes les autres vers le haut ? Parce que je vais prendre 3 zones sur lesquelles il me semble que mécaniquement il faut avoir un peu les idées claires. Il y a le recrutement, évidemment. Donc dans les très grandes lignes, comment est-ce qu'on s'assure ? Est-ce que ça veut dire d'avoir évidemment un package, et je ne parle pas que financier, qui attire des hauts talents ? Est-ce que ça veut dire un process de recrutement qui est archi sharp et qui est entre guillemets merciless ? On parle beaucoup anglais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais bon, ok. Et est-ce que ça veut dire aussi, parce que tu parlais de Netflix, qui est très connu pour ça, d'avoir un processus d'offboarding qui est très clair dès le début ? Ça veut dire que aussi ne pas pouvoir garder trop longtemps des personnes qui sont pas dans la même mouvance, ce qui est très dur mais qui va avec ce genre d'environnement et qui est très apprécié paradoxalement par le plus grand nombre quand on prend l'exemple Netflix. Et dernier point, donc je prends les 3, donc recrutement, onboarding, offboarding et people dev, parce qu'on sait que toi qui as vécu beaucoup d'entreprises, la vie d'entrepreneur, c'est une course pour essayer de jamais se faire rattraper de jamais se faire dépasser par sa propre boîte, parce que sinon tu deviens le boulet de ta propre boîte. C'est pas tout de faire des licornes, faut savoir rider des licornes aussi, évidemment. Et ça, c'est vrai pour tout le monde, à commencer par les founders, mais aussi les managers, où quelque part, alors on parlait, c'est très symbolique, mais mathématiquement, ça a été aussi théorisé que le niveau d'une boîte peut pas aller plus haut que le niveau de leadership des key people qui sont dedans. Parce que sinon ils le freinent. Et typiquement, tu parlais des players, tu ne te feras pas manager par quelqu'un qui a un niveau de leadership plus bas que toi. Donc ça veut dire qu'il y a une course où toujours augmenter son niveau de leadership, y compris pour les premiers joueurs, j'allais dire. Et ça, comment tu l'as théorisé pour l'instant ? Parce que Maki est relativement jeune. Comment vous avez prévu les choses, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont au programme, en construction ? Ouais, bon, déjà, tu as donné pas mal d'éléments de réponse dans ta question. C'est des sujets qui nous passionnent aussi, donc forcément, on a un avis. Non, alors, j'ai peur de dire des banalités, Alexis, mais déjà, je pense que quand tu sais quelle est ta culture d'entreprise, quelles sont tes valeurs, quels sont tes process et quels sont tes points d'attention, une fois que ça c'est bien formalisé, il faut absolument bien recruter par rapport à tout ça.
Et c'est, tu vois, c'est pas bullshit de dire il faut vraiment que je recrute bien par rapport à mes valeurs. Si jamais tu as une culture de l'écrit en anglais, tu vas devoir prendre des gens qui savent extrêmement bien écrire en anglais, qui vont être extrêmement synthétiques, qui vont réussir à condenser différents feedbacks et une idée, parce que sinon, tout va être brouillon et tu vas pas pouvoir avancer avec eux. Donc, je pense que le premier point, et tu l'as dit, c'est recruter par rapport à tes process, ta culture, tes valeurs, tout ce que tu as mis en place au niveau de ta boîte. C'est le premier point. Le deuxième point, je pense que la communication ensuite dans ta boîte, elle doit être limpide. C'est-à-dire que les gens doivent pouvoir extrêmement facilement trouver l'information. Tu vois, tu peux pas te dire dans une boîte qui scale vite où tu ramènes de temps en temps plusieurs personnes par semaine. Tu vois, aujourd'hui, les machines qui ont levé des centaines de millions, tu vois, tous les lundis au bureau, il y a 30 nouvelles têtes, quoi. Tu peux pas dire tous les lundis 30 nouvelles têtes la même chose. Donc en fait, le store, enfin, pardon, je vais encore dire un mot anglais. Je m'excuse, mais la documentation de toute ton entreprise, elle doit être extrêmement bien rédigée et accessible à tout le monde. Tout le monde, quand il arrive dans une boîte, doit se dire, tiens, c'est le livre de la boîte qui est un peu, tu vois, genre mon cahier de vacances de mon premier mois où je vais tout y trouver pour me sentir à l'aise. Donc toute cette partie un peu onboarding slash communication, transparence de l'information, je pense que c'est quelque chose qui est clé. Et puis après, le troisième point, je te pose une petite question juste avant. De manière très concrète, vous, c'est quoi? C'est un wiki, un Notion quelque part En fait, nous, toutes les discussions, process de discussion, c'est sur GitLab et après, c'est tout est storé sur Notion. Donc en fait, on a un Notion. La connaissance est sur Notion, les discussions sont sur GitLab, quoi. Mais tu vois, par exemple, tous les mois, on envoie une page Notion à nos investisseurs, le Monthly Shareholder Update, où en fait toute la boîte y a accès, quoi, même avant qu'on l'envoie à nos investisseurs. Donc quelqu'un qui arrive maintenant, il voit les 6 derniers reports depuis la création de Maki sur tout ce qu'on a envoyé aux investisseurs depuis 6 mois. Donc c'est génial comme information. Tous les mercredis, on a un HoloLens à midi qui dure 30 minutes en synchrone, donc sur Zoom ou tu vois où on record si jamais tu peux pas y assister. Mais depuis 6 mois, tu vois, on a fait une trentaine. Bon, ils sont tous accessibles sur Notion si tu veux les revoir. Donc, je vais une toute petite incise encore et après je te laisse sur ton troisième point. Je trouve ça fascinant de voir comment, quand tu te poses la question de comment s'organisent des boîtes qui ont des grandes ambitions ou qui font des très belles choses, à la fin, tu le disais toi-même, c'est des banalités au sens où les réponses, on les connaît déjà. C'est quoi la meilleure manière d'organiser de l'information? C'est Wikipédia. On le fait, on l'utilise tous. C'est quoi la meilleure manière d'organiser des choses qui se mettent à jour? C'est GitHub. Enfin, les techs le savent très bien. Ouais. En fait, le problème, la difficulté là-dedans, c'est que quand tu es 5 autour d'une table et tu te dis on va faire ça, on démarre comme ça et on le fait bien pour que les 5 qui rejoignent la boîte la semaine prochaine savent quoi faire, c'est facile. Oui, quand tu es 80, 150, tu t'es pris remote dans la tête et tu étais complètement oral, tu vois, culture de l'oral, rien écrit. Et là, tu as un onboarding de quelqu'un qui est à Bordeaux et qui a jamais vu personne dans le bureau depuis 30 jours et qui te dit mais où je trouve cette information et il est complètement paumé et on te dit tiens, vas-y, va parler à Paul, il va t'expliquer. En fait, là, tu vois, si t'en as 30 comme lui qui démarre lundi prochain, c'est over, quoi. Et alors, mais d'ailleurs, c'est l'incise dans l'incise dans l'incise. T'as raison, les process ou les mécaniques, faut pas sortir de Polytechnique pour les imaginer à 5. Ce qui est dur, c'est que ça tienne au scale, etc. Comment c'est quoi les bonnes pratiques ou la bonne hygiène pour s'assurer que ce qui est bien sur le papier tienne en scale, à part effectivement recruter des gens talentueux qui sont on board avec ça et qui savent l'utiliser? Alors là non plus, on n'a pas trouvé de recette magique et encore une fois, on est tout au début. Le premier, c'est de l'idée by example. Ouais. Donc tu le fais déjà bien toi-même. Et le deuxième, c'est d'être un peu, tu vois, extrême sur tout ça. C'est-à-dire que si quelqu'un le fait pas bien, tu lui dis qu'il l'a pas fait bien. Tout à fait. Non, mais c'est vrai, ouais, tout à fait. Bon, et t'avais donc un. Tu sais, il y a une phrase que j'aime bien. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Andreessen Horowitz dans son dernier livre. You are what you do. Et lui, en fait, il te dit un truc. Elle est devant moi cette phrase en plus. Elle me quitte jamais loin. Attends, je te la lis si tu me donnes 4 secondes chrono. Allez, 4 secondes chrono, il n'y a pas de problème. 4 secondes chrono. En fait, il te dit
il te dit, en fait, non, je la retrouve pas. Allez, paraphrase, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce non, que ça dit dans les grandes lignes? en fait, il te dit, tu as une culture d'entreprise, mais si jamais tu acceptes quelque chose qui ne respecte pas certains points de ta culture et qui sont off culture, en fait, sans t'en rendre compte, tu as créé une new culture. Donc en fait, tu vois, si tu dis aux gens, voici ce qu'on attend de vous, si jamais tu laisses passer quelque chose qui a 50% de ça, c'est ça ta nouvelle culture. Ouais. Alors, j'ai pas la phrase en tête, mais j'ai une version drôle qui me plaît bien, qui marche dans le recrutement, mais qui marche dans d'autres choses. C'est quand tu recrutes quelqu'un, demande-toi si tu serais OK d'en avoir 10 comme ça dans quelques semaines, parce que c'est ça qui va se passer, probablement. Et quand tu laisses passer quelque chose qui est pas très grave, est-ce que c'est toujours pas très grave si ça se passe 10 fois dans les semaines qui viennent? Parce que c'est la même chose. Ouais. Alors pour te donner un dernier exemple, chez Netflix, ils ont Allez. un truc marrant aussi. Quand tu es manager, le soir, tu rentres tous les trimestres, tu te dis, si toute mon équipe démissionnait demain pour aller chez le concurrent, avec lesquels je passerai une nuit blanche pour essayer de les convaincre de rester. Ouais, très drôle. Ouais, ils sont très extrêmes, Netflix, mais au moins ça a Ouais. le mérite. Non, mais ça a le Au moins, mérite de au moins donner l'idée ouais. force derrière, Ouais. quoi. Et donc, on remonte après ces 3 layers d'incises. Et tu avais donc un troisième point sur ce côté, les apprentissages des vies passées. Alors, je ne sais pas si toi, tu as encore l'arborescence en tête, mais ou sinon, il y aura sûrement d'autres choses. Oui, on était sur le people dev. Ouais, on était sur le people dev et non, ça va dans le sens de ce que tu as dit, c'est-à-dire que tu vois, tu as la partie recrutement, tu as la partie onboarding, communication, tu vois, accessible, transparence, et tu as la partie people dev de comment je fais aussi pour que au fur et à mesure de leur carrière, les employés peuvent grandir, apprendre et continuer quoi. Parce que souvent, tu recrutes des gens pour des compétences, ils sont là, tu es content, mais si jamais tu veux qu'ils restent 2, 3, 5, 10 ans, ils doivent continuer d'apprendre. Et là, ça se fait avec le terreau, tu vois, que tu as créé autour d'eux parce qu'avec des collègues brillants, bah, tu vas continuer d'apprendre, mais ça se fait aussi avec ce que tu vas mettre en place pour qu'ils puissent constamment pouvoir s'exprimer et apprendre, innover, quoi. Et alors ça, c'est quoi les outils que toi, soit tu as expérimenté dans des boîtes passées, soit que vous êtes en train de mettre en place chez Maki, qui traduisent justement cette intention de People Dev? Là-dessus, honnêtement, j'ai pas encore de... C'est chantier en cours. Ouais, c'est chantier en cours. Là, je me suis vraiment concentré sur le début, tu vois, parce qu'on Je suis a, tu vois, on a à désolé, peine 6 Max. mois. Non, Le projet, il est tout neuf. C'est un non, enfant qui est en train de grandir et qui te ah, dit, bah alors, on en est où là? non, mais t'as raison, mais tu vois, c'est l'étape. On va avoir, tu vois, on a un process, tu vois, 2 fois par an qui s'appelle Sequoia, donc tu vois, on lui a donné le nom d'un arbre qui grandit très haut, qui est le process pour faire grandir les gens, qui est un peu la review que tu fais 2 fois par an dans toutes les boîtes, quoi, qu'on est en train justement d'écrire et de formaliser en process, et on va devoir lier ça justement tu vois, tout un process de formation people dev. Mais ça, c'est gros chantier en cours, quoi. Je reviendrai te voir dans un Pas de an souci, avec pour grand te dire ce plaisir. qu'on a fait. On fera la suite de Maki. Le rendez-vous est pris. On pourrait parler des heures, mais toutes les bonnes choses ont une fin et cet épisode ne fera pas exception. Avant de passer tranquillement à la fin de l'interview, si tu devais, et c'est une vraie question parce que je sais qu'il y en a qui écoutent et qui sont peut-être dans des entreprises plus au début, alors non pas que Maki soit pas au début, mais en tout cas qui n'ont pas forcément le côté serial entrepreneur et beaucoup d'expérience derrière, et c'est très submergent les sujets people, parce que moi j'ai rencontré énormément d'entrepreneurs ou de responsables RH qui se disent mais il y a tellement de choses à faire, on sait que c'est important mais pour autant c'est difficile. Sans préjuger de là où on est la boîte, s'il devait y avoir une étoile du Nord ou un quick win, quelque chose de facile à faire ou un premier pas à faire que tu aimerais partager aux entrepreneurs ou aux responsables RH qui nous écoutent, en start-up, hein, j'entends, ça serait lequel? Alors là-dessus, ce que je pourrais dire, alors je ne sais pas si c'est un tips hors du commun, mais moi, au début, quand j'étais dans mes premières aventures entrepreneuriales, j'imaginais un petit peu ça, tu vois, comme une quête personnelle où j'allais apprendre, faire des erreurs, les retenir, etc. Et progressivement, et surtout depuis l'expérience Everroad, je me suis dit, on a quand même des centaines autour de toi qui ont passé les mêmes épreuves du feu, qui ont eu les mêmes galères sur des petits soucis du quotidien ou des plus grosses problématiques de prise de décision stratégique, etc. Et du coup, de plus en plus, je me suis ouvert, alors soit déjà à rencontrer énormément d'entrepreneurs. Là, je fais partie d'un groupe qui s'appelle le Galion,
qui te permet d'échanger avec plus de 350 entrepreneurs et d'échanger et de recevoir et c'est extraordinaire. Et tu as aussi énormément de trucs cool que tu peux lire tous les jours, quoi. Et du coup, moi, j'essaie maintenant d'un peu plus me nourrir parce que quand j'ai un souci, je suis convaincu qu'en me livrant beaucoup plus et en étant vulnérable là-dessus, je vais apprendre beaucoup de choses et ça va me servir. Bah écoute, on peut être que d'accord avec toi parce que c'est l'âme complète de ce podcast et de notre autre podcast sur le leadership. C'est de la même manière que prendre un café avec vos homologues de la boîte d'à côté pour savoir comment ils font, prendre des conseils, prendre un peu de retour sur ce que vous faites. Bah, c'est un peu ce qu'on fait. On prend des cafés avec tout le monde, on les enregistre comme ça. Vous pouvez le faire tranquillement depuis chez vous. Mais ça ne change rien au fait que vous devriez le faire pour de vrai. Je suis 100% d'accord avec toi, Maxime. Non, mais c'est ce que je voulais ajouter là-dessus aussi. En fait, les podcasts qu'on voit aujourd'hui, c'est une nouvelle source de mine d'or d'informations et je trouve ça génial parce que en plus le fait que ce soit à l'oral, tu vois, ça permet de délier un petit. Enfin, la personne qui écrit son article, elle va te le pondre quand même. Tu vois, elle va te le relire 12 fois pour être sûr qu'il soit présentable, qu'il soit bien, etc., sous tous les angles. Le format audio comme ça fait beaucoup plus discussion, je trouve, improvisée. Du coup, ça te permet de dire des choses beaucoup plus vraies, quoi. Je suis 100% d'accord. Bon, et écoute, on va passer tranquillement à la fin de l'interview. Tu connais les questions rituelles de fin. Déjà, où est-ce qu'on te retrouve? On veut engager la discussion avec toi pour une raison ou pour une autre. On veut s'abonner à Maki. Waouh, et j'espère qu'il y a pas mal de gens qui vont être convaincus. On passe par où? Sur le site de Maki et toi, LinkedIn ou autre part? C'est exactement ça. Site de Maki pour Maki, LinkedIn pour moi. On mettra les liens dans la description, donc n'hésitez pas. On pose la question souvent des livres, podcasts ou blogs que tu recommanderais. Tu en as recommandé un certain nombre dans cet épisode. Est-ce que ça t'embête de les relister pour justement qu'on puisse se rappeler de que rajouter dans sa liste de livres à lire? Celui que j'ai lu récemment, et peut-être faut garder celui-ci, c'est le dernier bouquin de Ben Horowitz qui s'appelle Who You Are, How to Create Your Business Culture. Et en fait, le purpose un peu de le thématique de son livre, c'est de te dire que tu es pas forcément ce que comment il le dit. Il dit what you believe means nothing. What you do is who you are. Donc tu vois, tu te définis par tes actions et par vraiment ce que tu fais, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est assez chouette. Il reprend pas mal d'exemples historiques. Toussaint Louverture, Gengis Khan. Du coup, c'est assez divertissant à lire. Et pour celles et ceux qui ont encore un petit peu plus de temps à consacrer, évidemment, les livres sur la culture de Netflix, sur Salesforce, des grandes... Si, je le redis très souvent ça, mais si vous entendez très très souvent les mêmes livres revenir en boucle, arrêtez tout, lisez-le. Enfin, à un moment donné, c'est si tout le monde en parle et que c'est des gens qui vous semblent intéressants, en général, il faut les lire, quoi. Bon. Surtout que ce type de livre-là, un peu à l'américaine, c'est des livres que tu peux prendre l'idée, tu vois, générale, en 1 heure, c'est plié, quoi. T'as pas besoin de te poser à la bibliothèque pendant 14 heures, quoi. Absolument. Et dernière question rituelle, tradition que tu connais, on aime bien passer le flambeau d'un invité à un autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un, une entreprise qui toi te fascine ou que tu trouves que c'est vraiment très bien ce qu'ils font et à qui tu aimerais proposer de venir sur ce podcast? Oui, et je pense que ça pourrait être bien. J'espère que tu les as pas déjà reçus. On a pas mal entendu parler, alors surtout avec l'ère Covid, de santé mentale. Et moi, je pense à Julia, qui est une des fondatrices et la CEO d'une société qui s'appelle Thiel, qui a vu le jour il y a à peu près 12 mois, si je dis pas de bêtises. Et qui permet aux entreprises et surtout aux collaborateurs d'avoir accès à un super outil de santé mentale qui est quand même quelque chose d'essentiel pour le bien-être au quotidien en entreprise et dans la vie tout court, quoi.
Bah écoute, Julia, si tu écoutes cet épisode et que tu as l'envie et le temps, tu seras la bienvenue sur le podcast du Human Factor de Yaniro avec un grand plaisir. Vraiment le meilleur pour la suite de ce qui va se passer pour Maki, pour toi et toutes les personnes de Maki. Et vraiment, moi, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je trouverais ça très très fun de faire Maki année plus 1 dans ce podcast pour suivre, que tu puisses me dire, alors ce truc-là, en fait, avec la nouvelle expérience, on peut faire encore mieux, on peut le faire comme ci, comme ça, et suivre un petit peu le journal de bord de ce joli bateau. Donc en tout cas, un grand merci, et puis du coup, je te dis à la prochaine. Grave, merci beaucoup à toi Alexis, c'était cool d'échanger et de discuter, très bon moment pour moi, donc merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à mercredi prochain.